La statue de Ramar volée, d'abord j'ai cru à Edgar. C'est un peu une agression. En réalité, on n'a pas d'éléments, quoi. Et on se dit, bon, on ne la retrouvera pas. Un Picasso. Je dis, mais un Picasso ici? Alors, moi, je tombe de la lune, je ne sais pas si c'est un Picasso. J'avais l'impression de me trouver piégé, comme dans une émission télé, la caméra invisible. En 1999, j'ai la galerie qui est située rue de l'Abbaye, c'est à place Saint-Germain-des-Prés, juste en face du square Laurent Prache. J'arrive le matin vers 9h, et machinalement, je regarde le square comme tous les matins, et aux stupéfaction, le socle est vide. Sur le moment, je me demande si je rêve, je vais voir, je traverse la rue, je vais dans le square, et il n'y a plus de statue. Et immédiatement, je vais au commissariat de police à côté, puis je vais leur dire que la sculpture a disparu, qu'elle a été volée. Je reçois un coup de téléphone de l'ingénieur des Parcs et Jardins qui me dit qu'un de ses employés a constaté la disparition du buste au centre de la pelouse dans le square. Je préviens ma hiérarchie, je préviens le directeur des affaires culturelles de la ville, qui est mon supérieur hiérarchique, de la disparition de l'œuvre. Je suis appelé par Daniel Imbert et il m'apprend que la statue de Dora Maar, faite par Picasso et installée dans le square Laurent Prache à Saint-Germain-des-Prés, a été volée. Saint-Germain-des-Prés a perdu une œuvre d'art, et pas des moindres, un bronze de Picasso. Ces Américains l'ont lu dans la presse ce matin. Le buste de Dora Maar a été volé dans la nuit de mardi à mercredi. Ça fait déjà une nuit que je n'endors pas, donc j'espère qu'elle va revenir. C'est quand même un choc, un vol d'une œuvre d'art est toujours un choc. On comprend très bien la réaction des habitants du quartier, des Parisiens en général, quand il y a un vol de ce type. C'est un peu une agression. La statue de Ramar volée, d'abord j'ai cru à Edgar. Je suis pétrifiée quelque part, parce que c'est vraiment un endroit comme un aimant dans le quartier, cette statue. Elle représente tellement de choses. Elle représente non seulement... Il y a Picasso, il y a Apollinaire, il y a Dora Maar. Ces trois personnages font partie quand même de l'âme de Saint-Germain-des-Prés. C'est un vol mystérieux qui, effectivement, nous renvoie dans l'âme de Saint-Germain-des-Prés, ce quartier de la vie intellectuelle parisienne. Le vol d'une sculpture de Pablo Picasso appelée Tête de Dora Maar. Son histoire nous replonge dans la vie artistique et personnelle de mon grand-père et de ses muses. Dora Maar était photographe et peintre, l'une des égéries du mouvement surréaliste né dans les années 20 auprès d'André Breton, Paul Éluard et Georges Bataille. L'univers tumultueux de Picasso ne lui fait pas peur et elle devient sa maîtresse en 1936. Les nombreux portraits que Picasso réalise de Dora montrent une femme sophistiquée et tourmentée. Elle lui inspire également quelques sculptures. Pablo a réalisé le plâtre de cette tête de Dora Maar en 1941. C'est seulement après la guerre, une fois les pénuries de métaux terminées, qu'il fera tirer 2 exemplaires en bronze par le célèbre fondeur Valzuani. En 1921, un comité demande à Pablo Picasso de réaliser un monument à la mémoire de son ami Guillaume Apollinaire, mort prématurément en 1918. Il présenta alors plusieurs projets, dont un ensemble de sculptures en fer soudées, mais qui seront toutes refusées. C'est seulement en 1959 que cette tête de Dora Maar sera choisie pour honorer enfin la mémoire du poète, bien que le sujet n'ait a priori rien à voir avec celui-ci. C'est donc un vol dans un square. À Paris, par exemple, près de 1000 sculptures sont exposées à ciel ouvert, comme cette tête de Dora Maar,
qui ce matin-là a disparu. Un matin, il y a notre chef de section qui vient nous trouver. Le parquet nous saisit d'un vol dans un square à Paris, Laurent Prache. On ne sait pas trop où c'est. Et ce sera un Picasso, une œuvre de Picasso, un bronze. Bon, ok, on va y aller. On est 2 ou 3, la permanence, on se rend sur place. Bon, le square Laurent Prache, c'est un tout petit square, hein, je sais pas, ça doit faire 500 mètres carrés. C'est adossé à l'église Saint-Germain, ça donne sur la place Saint-Germain, il y a des grilles autour. Et puis pour rentrer, il y a un petit portillon avec une toute petite barrière qu'on peut enjamber. Et la statue, on voit un socle effectivement qui est là à 10 mètres devant nous et qui ne supporte visiblement plus rien. On fait l'enquête normale, enquête de voisinage, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. À cette époque-là, il n'y a pas beaucoup de caméras, hein. Le maillage n'est pas aussi précis qu'aujourd'hui. Donc on fait nos constatations. Effectivement, on voit qu'il y a eu des traces sur le socle. Il y a un outil qui a été utilisé pour déceler quelque chose. En réalité, on n'a pas d'éléments, quoi. Il faut dire tout simplement les faits, on n'a rien. On fait revenir le gardien qui a constaté la disparition et lui nous précise qu'effectivement, il est passé, il a nettoyé le parc et il y avait ce matin-là pas mal de canettes de bière cassées au sol. Alors, la question qu'on se pose tout de suite, c'est, on se dit, mais est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a pris toutes les sécurités nécessaires? Il apparaît qu'elle était bien scellée, que le cadenas qui verrouille le square Laurent Prache n'a pas été fracturé et c'est une statue qui pèse 80 kg, qui fait à peu près 80 cm. Donc, elle a été portée probablement à bras d'homme par-dessus la barrière du square. Entre rivaux, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. On est un peu effondré de voir la disparition. À partir de 99, je crée mon journal La Gazette de Saint-Germain-des-Prés. J'ai demandé à un journaliste de faire une enquête, savoir quel service de police avait été alerté, où on en était. Donc voilà, il s'est chargé de remonter un peu les pistes, la BRB, la Direction des Affaires culturelles, mais personne ne savait rien. Dans une circonstance de ce type, on s'interroge toujours sur les raisons qui ont motivé un tel vol. Ça peut être l'idée de monétiser, de vendre l'œuvre, ce qui est toujours extrêmement difficile sur des œuvres absolument emblématiques comme celle-là qui se trouve dans tous les livres d'art. Alors si on veut la vendre comme un Picasso, il va falloir des documents, parce que ça peut être un faux, ça peut être un surmoulage, donc c'est pas facile à obtenir. Si c'est pour la vendre comme une simple statue en bronze, ça va pas, même si elle est belle, mais qu'elle n'est pas attribuée à un artiste particulier, elle va pas coûter grand-chose. Ça nous paraît plus qu'étonnant. La seule crainte qu'on ait, c'est qu'effectivement, elle ait été volée pour le métal. Est-ce qu'elle disparaîtra définitivement, qu'elle soit ou perdue, ou pire, détruite, puisqu'on sait malheureusement qu'il y a des œuvres d'art volées qui sont détruites. Et puis, je ne sais pas pourquoi, on a tous un petit peu la même idée en se disant c'est bizarre, ce vol, il n'a pas l'air crapuleux. On a l'impression que la tête, elle a été prise pour être déposée quelque part. Ouais, les gars, ils ont peut-être bu un petit coup de trop, un délire, un défi, tiens, la tête, on va la prendre.
Elle est imposante, mais elle se met quand même dans le coffre d'une voiture, j'imagine, sans trop de problèmes. Je veux dire, si c'est un délire direct sur le coup, c'est tout à fait faisable, tout à fait faisable. Après, on se dit, ils sont partis, les vapeurs d'alcool vont peut-être s'évaporer également, et ils vont se dire, attention quand même, ça reste, malgré tout, même si c'est une blague, c'est un vol. Si on se fait arrêter avec la statue dans le coffre, on va avoir de drôles d'explications à donner. On pensait vraiment la retrouver, mais dans les jours qui suivaient. On s'est dit, ils vont la déposer quelque part, ça va étonner bien sûr quelqu'un de retrouver une statue aussi imposante, posée je ne sais pas où, je ne sais pas pourquoi. On s'est dit, on va la retrouver, oui. Très vite, très vite. Eh ben, on a attendu un petit peu. Pour des enquêteurs, plusieurs hypothèses peuvent motiver le vol d'une sculpture. La revente à un collectionneur peu scrupuleux, la demande d'une rançon, ou dans le cas le plus dramatique pour l'œuvre, la revente au poids du métal, le bronze en l'occurrence pour la tête de Dora Maar. Un récupérateur de métaux fera fondre la sculpture pour disposer du métal brut. Une dernière hypothèse est possible. Une fois le vol commis, les malfaiteurs font exécuter un moulage de la sculpture, puis remettent l'original en circulation pour que l'œuvre volée soit retrouvée officiellement. Elle sort ainsi des bases de données des polices du monde entier. Il est alors possible pour les voleurs de tirer des copies qui seront écoulées sur un marché parallèle. Ici, à défaut d'indices concrets, c'est plutôt le hasard qui va relancer l'enquête. Un incroyable concours de circonstances qui conduit un amateur d'art au château d'Osny dans le Val d'Oise, une magnifique demeure de la fin du XVIIIe siècle. Cette histoire, elle commence en avril 2000. À l'époque, j'étais jeune, je n'avais que 72 ans à l'époque, et je passais mon temps d'une expo à une autre, d'un musée à un autre, et je suis allé donc à ce château à l'occasion d'une manifestation culturelle. J'arrive à ce château. Il y a un bel escalier monumental à l'entrée. J'entre, je monte cet escalier et puis je me trouve nez à nez avec une chose là. Ça a été le choc tout de suite, ça a fait tilt quoi. Un Picasso, je dis mais un Picasso ici, qu'est-ce que ça fait là? Parce que comment se fait-il? Alors, j'ai fait demi-tour, je suis descendu, je suis allé voir le responsable des affaires culturelles de la mairie. Et il me dit d'un seul coup, mais vous avez un Picasso. Alors, moi, je tombe de la lune, je ne sais pas si c'est un Picasso. Le bronze qui est là-haut, oh, il me dit ça, on l'a trouvé dans un fossé dans le parc du château. La police municipale l'a trouvé dans un fossé d'un bois jouxtant le parc de la mairie d'Osny. On voit cet objet entouré d'herbes, de végétation, ce qui prouve qu'elle a été sans doute dans la terre ou dans un fossé pendant quelques semaines, sinon quelques mois. Et nous ne voyons rien de l'objet lui-même, puisque c'est un magma de terre, de pelouse, etc. Elle a été récupérée, elle est mise au service culturel et on m'a demandé ce que nous devions en faire. La mairie décide de le faire nettoyer plus en profondeur, donc ce sont les services techniques qui s'en sont occupés. Et c'est là qu'on découvre quelque chose d'assez important, un visage de femme très fort, par l'expression, la personnalité, sans savoir
qui ça représente, qui l'a faite et d'où ça vient. Je ne peux pas dire que je la trouve très belle, mais en fait, on voit que c'est un visage qui est impressionnant. Ce n'est pas la beauté éternelle féminine qu'on voit dans les sculptures anciennes, mais c'est assez rustre, c'est assez rude comme visage. Et je dis à la police que nous avons trouvé quelque chose qui nous paraît important, sans savoir ce que c'est, mais c'est sans doute un objet volé, une œuvre d'art volée, de façon à ce que les précautions soient prises et que la mairie de Lille ne soit pas accusée de recel vis-à-vis de cet objet encore non identifié. Je me suis dit, c'est une œuvre inconnue, pas très importante. Comme elle est quand même assez agréable, monsieur le maire la trouve intéressante, il décide de l'exposer dans la mairie. Quand on rentrait dans le hall de la mairie, on ne voyait qu'elle. Elle était tellement puissante qu'effectivement, on ne pouvait pas ne pas la voir. Alors lorsque nous apprenons que cet homme nous dit « Vous avez en Méridoni un Picasso », nous ne croyons pas. Je dis, mais allons voir, il doit y avoir une signature. Soit la signature de l'auteur, soit la signature du fondeur. En principe, c'est la signature de l'artiste est sur la terrasse. La terrasse, c'est la partie qui soutient la sculpture. J'ai pas vu de signature. Je me suis dit, c'est une œuvre inconnue, pas très importante. Alors moi, j'étais persuadé que c'était un Picasso parce qu'il me rappelait l'époque ingresque de Picasso. C'est-à-dire une époque qui se situe au début des années 20. À cause de cette forme du visage, la forme des yeux et les pommettes. Et puis c'était cette tête qui me rappelait donc les femmes à La Fontaine, une très belle toile de Picasso. C'est pour ça que j'étais convaincu que c'était Picasso et pas sortir de là. Personne ne le croit. Personne ne le croit. Ni le directeur des affaires culturelles, ni moi-même, ni les quelques personnes qui sont là. J'avais l'impression de me trouver piégé comme dans une émission télé, la caméra invisible. Je me suis dit, c'est absurde cette histoire. Qui possédant un Picasso, l'aurait jeté dans un fossé? Ça tenait pas debout cette histoire. Alors bon, quand je suis rentré chez moi, j'ai laissé tomber. Les mois passent, effectivement, aucune nouvelle de Dora Maar, et on se dit, on ne la retrouvera pas. On reste dans le mystère. Pas de nouvelles ni de la mairie. Non, nous n'avons aucune nouvelle. Vraiment aucune. Régulièrement, je demandais à Daniel Hubert et à son équipe s'il avait des nouvelles de Dora Maar. Donc ça, c'est une idée, un souci qu'on garde toujours au coin de sa tête. On devient très furieux finalement, parce qu'on n'a aucune explication. Devant écouter une œuvre aussi connue, aussi extraordinaire, comme si c'était une peccadille. Non, on devenait très furieux, c'est vrai. En même temps, on se dit qu'il y a peut-être eu un coup monté. On se dit que ça n'est pas possible que cette statue ait disparu comme ça. Est-ce que ça ne serait pas... Alors, si vous voulez, là, on fait peut-être du roman, mais ne serait-ce pas un commanditaire qui aurait organisé ce vol? Vous savez, ça arrive que des collectionneurs veuillent avoir un objet chez eux pour la seule contemplation ou d'une peinture ou d'une sculpture, l'avoir à eux seuls. Tout est possible, ça peut être une commande. On a fini par le penser et qu'on ne la reverrait plus jamais à cause de ça. Oui, ça c'est l'idée qui a cheminé. Le temps a passé et on arrive à l'époque de Noël, le 1er de l'an. Et à ce moment-là, il y a une émission sur Picasso. Alors évidemment, je regarde.
Et tout d'un coup, une image subliminale. Je n'ai pas eu le temps de distinguer parfaitement. Il m'a semblé que c'était cette sculpture qui était là-bas au château. Et en même temps, j'entends le commentateur dire portrait de Dora Maar par Picasso, œuvre qui a disparu. Qu'est-ce que c'est ça? Je dis, ça doit être peut-être celle que j'ai vue là-bas au château. Ou alors je me disais, je vois des Picasso partout maintenant. Je n'étais pas sûr du tout d'avoir vu ça. Alors je laisse courir. Et un mois plus tard, l'envie me prend d'aller faire un tour à la Fnac pour acheter des disques. Et quand je vais à la Fnac, il y a un endroit qui, pour moi, est un passage obligé. C'est le rayon des livres d'art. Et alors je regarde, et qu'est-ce que je vois tout d'un coup? Dora Maar, peinture. Alors évidemment, je feuillette, je vois ces peintures de Dora Maar. Et tout d'un coup, je tombe sur une photo avec une légende dessous. Portrait de Dora Maar par Picasso a été dérobé dans le square, je ne sais plus quel nom, à Saint-Germain-des-Prés. Je dis, mais c'est ça. Alors là, j'ai la preuve, j'avais raison. Alors là, j'avais raison, qu'est-ce que je fais? Alors j'apprends donc que ça a été volé dans un square de Paris. Alors je dis, il faut que j'appelle la mairie de Paris, ça appartient à la ville, sans doute. Le lendemain, j'appelle la mairie, mais c'est un samedi. Et tous les bureaux, il n'y a personne dedans. Et la personne qui me répond, qui était là de permanence, me dit je prends note de ce que vous me dites et vous me laissez votre numéro de téléphone et votre nom, et puis éventuellement, on vous rappellera. Je dis bon, d'accord, et puis c'est tout. En février 2001, j'ai une première information disant que quelqu'un visitant la mairie d'Osny aurait identifié une œuvre comme étant le buste de Dora Maar par Picasso. Le lundi suivant, coup de téléphone, c'était la mairie. Vous nous avez téléphoné pour nous dire que vous saviez où se trouvait la sculpture de Picasso. Je dis oui, elle se trouve à tel endroit, je donne les coordonnées. Je n'ai pas tellement de doute, je dirais, sur la véracité du récit et sur le fait qu'effectivement, à Osny, une œuvre présente dans l'escalier soit le buste en question. Et pour vérifier l'information, j'appelle la mairie d'Osny. Je suis très sceptique. Et je dis, écoutez, moi, cette statue est là depuis 2 ans, rien ne me prouve que ce que vous dites est une réalité. Le lendemain, coup de téléphone, c'était la mairie, la même personne probablement, qui me dit « On a téléphoné là-bas, on nous a répondu qu'il n'y avait pas de Picasso. » Je dis « Mais évidemment qu'ils vous ont répondu qu'il n'y avait pas de Picasso. Ils ne savent pas que c'est un Picasso. Ils ne le savent pas. » Dans la mesure où j'avais senti de la part de mon interlocuteur comme une sorte de réticence à livrer des informations, j'ai, mais là aussi ça relève de la procédure, prévenu les services de police pour les prévenir, et du coup de téléphone que j'avais reçu, et de mon propre coup de téléphone à la mairie. Ils ont mis en contact avec un particulier qui leur assure que la statue qui a été volée en 99 se trouve en exposition dans le hall d'entrée d'une mairie à Osny, dans le 95. Et il nous dit, le particulier a l'air tout à fait sûr de son fait. Il est persuadé que c'est celle-ci. Je dis, bon, la première chose à faire, déjà, ça nous étonne. On pensait la retrouver un jour, mais certainement pas dans un bâtiment public. On va appeler Osny. Un commissaire de la BRB de Paris m'appelle pour me dire « Voilà, monsieur le maire, vous êtes bien le maire d'Osny, vous avez la statue de Picasso, une plainte a été déposée par le maire de Paris, donc il y a une procédure qui est engagée au niveau du tribunal de Paris, mettez-la à l'abri, parce qu'une fois que le jugement sera rendu, nous viendrons la récupérer. »
Nous avons d'autres choses à faire que d'écouter ce dont on nous dit, dont nous ne sommes pas certains que ce soit la réalité des choses, mais par précaution, je décide avec les services de mettre cette statue à l'abri dans le musée de Tornley, musée qui est sous alarme, qui est dans la Méridionie, et nous attendons. Franchement, ils avaient l'air un petit peu réticents à nous répondre. Et effectivement, quand ils ont su qu'elle était volée, qu'elle venait de Paris, ils ont dû se dire, mais bon, on a dû rater quelque chose quelque part. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils sont receleurs. De bonne foi, mais receleurs de l'objet. Donc j'imagine qu'ils étaient un petit peu en porte-à-faux. Le maire du 6e arrondissement, une fois les événements connus, m'appelle pour me dire écoutez, merci, la statue qui était dans le square du 6e arrondissement est chez vous. Nous attendons la fin de la procédure et nous allons la récupérer. 1, 2, 3 appels me laissent à penser qu'il y a une petite réalité des événements qui se déroulent devant nous. Et que c'est vraiment un Picasso que nous avons chez nous. On peut dire qu'il y a un aspect étonnant dans l'aventure de cette œuvre qui a été jetée dans un bois, retrouvée par un agent public, que l'agent public le remet à son maire, que ce maire a la sagesse et l'intelligence de protéger l'œuvre, de la mettre en valeur, et qu'un amateur d'art qui, je crois, dans la vie est postier, a une telle passion qu'il se débat pour bien montrer que c'est bien une œuvre de Picasso et que c'est probablement celle de la ville de Paris. Et tout ceci nous permet de récupérer, de remettre cette œuvre à la disposition des Parisiens. C'est une histoire quand même miraculeuse, enfin c'est une jolie histoire. J'étais vraiment heureux là. J'ai dit, je ne me suis pas trompé, c'était bien Picasso. Et j'étais content de l'avoir retrouvé. Les tribulations d'un Picasso, une statue en bronze volée dans un square parisien il y a 2 ans, a mystérieusement réapparu dans les fossés d'un parc de la banlieue parisienne. Voici la fameuse statue de Dora Maar, que nous avions donc exposée pendant 2 ans dans le Grand Escalier et que nous avons mise à l'abri dans ce splendide musée pour éviter qu'elle soit volée une 2e fois. Nous la regardons un peu plus souvent dans la journée, un peu plus souvent le soir quand nous sommes seuls pour l'admirer. On en fait le tour, nous prenons plusieurs photos et nous nous disons que nous avons de la chance d'avoir eu un tel objet pendant 2 ans et que nous avons pu admirer et nous avons pu découvrir pour beaucoup de personnes. Le jour des adieux de la statue de Dora Maar, c'était pour moi une triste journée. Je savais que le matin, elle serait récupérée par un camion du musée Picasso de Paris et j'étais un peu triste, donc je suis resté dans mon bureau et j'ai vu Dora Maar partir emmaillotée dans un drap mis dans un camion et qui repartait au bout de 2 ans pour se voir réinstallée dans le square de la place Saint-Germain à Paris. Tristement. Je pense que oui, qu'elle a mérité de rester encore quelque temps. Elle était bien, là, oui, elle était bien. Elle jouait le rôle de Marianne. Mais si elle était restée là-bas, quelqu'un d'autre l'aurait probablement, un jour ou l'autre, retrouvée aussi. Ange Tomaselli a mis fin à l'énigme de la disparition de la tête de Dora Maar et l'affaire a été classée sans jamais connaître ni les auteurs, ni les détails du vol. Mais son retour dans le square de Saint-Germain-des-Prés, peut-être trop discret, va alimenter très vite, après le scandale de son vol, une nouvelle polémique auprès des riverains. J'arrive un matin à la galerie, je regarde le square en me disant, bon, évidemment, c'est vide. Et stupéfaction, qu'est-ce que je vois? Je vois la sculpture qui est revenue tranquillement. Marc Brenner m'appelle et me dit « Catherine, la statue est revenue. » Je dis « Pardon ?»« Oui, oui, la statue est sur son socle. » Je me précipite. Effectivement, elle était sur son socle. Pas de cérémonie, rien. Elle avait été remise au petit matin.
Et quand Marc Brenner est arrivé vers 10h à sa galerie, elle était là. Personne. Je me suis marré parce que j'ai pensé aux nains de jardin, vous savez, qui disparaissent, les particuliers qu'on vole. On les fait circuler pendant 1 an avec des photos à Berlin, à Hong Kong, partout. Puis on les fait revenir en disant « je me suis bien amusé pendant 1 an ». Je trouve ça quand même incroyable qu'il n'y ait pas eu des personnalités qui... Et d'ailleurs, vous auriez pu, nous, être conviés, tous les riverains, qui avions souffert de sa disparition. C'était la moindre des choses. C'était quand même un moment fort. C'était quand même notre statue qui revenait. Parce que moi, je pense que c'est notre statue. Miracle, après 2 années de disparition, la tête de Dora Maar retrouve son socle originel. Ouf de soulagement pour les habitants de Saint-Germain-des-Prés, mais c'est de courte durée. Dès qu'elle revient, la polémique s'installe. A priori, au départ, je suis ravie de revoir la statue de Dora Maar, mais j'ai un petit doute. J'ai l'impression, mais ce n'est que mon impression, que ce n'est pas la vraie Dora Maar. J'ai l'impression que c'est une copie. Le buste sculpté par Picasso en 1941 ne serait pas celui qui avait disparu dans des conditions mystérieuses le 31 mars 1999. Bizarre. Quand j'ai vu ce qu'ils avaient mis, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont mis là? C'est pas ça que j'avais vu. J'avais l'impression de voir un morceau de chocolat à la couleur de cette sculpture, que la mienne, celle que j'avais vue, elle était dorée, brillante. Les riverains s'évertuent à montrer qu'il y a tromperie sur la marchandise. Ah non, c'est pas sur la largeur, on a regardé. C'est-à-dire, c'était comme si c'était un peu une étrangère. La dimension nous paraît pas tout à fait la même. Mais attendez, c'est pas flagrant du tout. Mais vous savez, c'est presque instinctif. C'est quelque chose de troublant. Mais c'est très difficile à définir. Je peux pas me permettre d'affirmer quoi que ce soit. C'est un sentiment. Et je ne suis pas la seule à le partager. Elle était verte, maintenant je la trouve marron. Et puis elle a changé de coiffure aussi, elle avait les cheveux raides. Elle est allée chez le coiffeur entre-temps, alors voilà les changements. Souvent, en fait, quand une statue est volée, c'est l'occasion de la regarder de près et de la restaurer, donc éventuellement de changer son aspect. Pour le cas précis de Dora Maar, la statue était plutôt brun-verte et en fait, après restauration, on l'a remise un petit peu à son état neuf, enfin à son hypothétique état original, c'est-à-dire plutôt brun feuille morte couleur tabac, comme les autres bronzes qui sont par exemple conservés au musée Picasso. Du coup, le changement de couleur, pour le public, ça peut induire une difficulté de perception. Après toutes ces dissimulations, après tous ces mystères, le doute, quand il s'empare de vous, ne disparaît pas du jour au lendemain. Donc, pour moi, c'était pas tout à fait la même. Elle ne me faisait plus le même effet. Surtout à partir du moment où j'ai dans la tête que c'est peut-être une copie. On a l'impression d'avoir été peut-être dupé. Il y a des doutes qu'on peut résoudre par la logique, c'est-à-dire expliquer le processus qui a été suivi. Il y a des doutes qui tiennent plutôt de la mythologie contre lesquels on ne peut pas faire grand-chose. Donc si les gens sont persuadés que ce n'est pas le même exemplaire qu'on a remis et qu'on leur explique les données basiques qui prouvent le contraire et qu'ils ne le croient pas, c'est difficile de faire plus, quoi. Tant qu'on n'aura pas fait une véritable expertise de la tête sculptée de Dora Maar, j'aurais toujours un petit doute. Et ça a été un peu difficile de convaincre, et c'est très emblématique de la passion qui entoure les œuvres sur la voie publique. Mais finalement, on a réussi à convaincre en mobilisant notamment le fils de Pablo Picasso. Il a fallu que j'aille la voir pour dire que c'était bien la même, je ne sais quoi. Il y a des gens du quartier qui ont dit oui, c'est pas la même, c'est pas vrai, c'est une autre, c'est une fausse. Enfin, un truc absolument délirant. Cette sculpture qui se trouve là, c'est celle qui était là, il n'y a pas de doute. Je l'ai vue, hein, je l'ai regardée, c'est exactement celle-là. De toute façon, il y a d'autres exemplaires de cette sculpture.
Et on peut faire les mesures et tout, et c'est exactement la même chose, la même. La seule chose, c'est que je me souviens très bien que c'était vraiment une joie de la retrouver, ce monument qui avait été mis en place avec tellement de difficultés à la mémoire d'Apollinaire se retrouve là où elle est censée être. Je suis allé la voir l'autre jour, elle a retrouvé sa patine d'origine en tous les cas. Et donc elle est en place. Et puis j'espère qu'elle restera mais le plus longtemps possible et qu'on pensera toujours à Picasso puis à Apollinaire. C'est vrai que elle paraît, maintenant avec le recul, elle me paraît, bon, plus vraie, mais bon, j'étais contente de la revoir, je dois dire. Mais quand même, toujours un petit doute. L'ombre d'un doute. C'est quand même une très belle histoire. Effectivement, M. Tomaselli était le bienfaiteur de Dora Maar parce qu'il a permis de réattribuer cette œuvre et il est un pur amateur, M. Tomaselli. Donc je crois que aussi il faut exprimer la reconnaissance de la collectivité à ce monsieur qui s'est un peu acharné pour dire mais oui c'est un Picasso, mais oui c'est la propriété de la ville de Paris. On lui doit beaucoup de reconnaissance, je pense. On m'a demandé si je voulais une récompense. Alors, j'ai dit oui, bien sûr, je veux bien une récompense. Ce que je voudrais, c'est qu'on me donne un laissez-passer pour pouvoir aller dans les musées de la ville sans payer, gratuitement. Et je n'ai jamais rien eu, je n'ai jamais rien eu. Probablement que c'était écrit quelque part, j'en sais rien où, que c'était moi qui devais la trouver, parce que le hasard, c'est vraiment... Il a vraiment insisté, quoi. Oui, c'est un hasard qui n'est pas normal, ça. Ça défie la loi des grands nombres, quoi. Si la tête de Dora Maar a eu son bienfaiteur, nous avons tous une responsabilité vis-à-vis des œuvres d'art qui sont exposées au cœur des villes, sur des places ou dans des squares. Chacun d'entre nous devient alors, pour le plaisir de tous, l'un des nombreux gardiens de ces musées à ciel ouvert pour éviter que d'autres œuvres rejoignent la longue liste des trésors volés.